Le cheval plaît beaucoup, hein. C'est un vecteur de communication extraordinaire. Avant d'être un cavalier, c'était important d'être un horseman. Always put the horse before the personal ambitions. Vraiment un cheval incroyable. Voilà quelqu'un qui est champion olympique et qui n'est pas ordinaire. Se remettre en question et de se servir des défaites pour être meilleur après. Ce feeling, je l'ai eu directement avec Caleb. On fait du haut niveau, il y a le côté financier, c'est comme ça. Aller en compétition parce qu'il est bon, pas parce qu'il paye une table. Moi, je veux pas courir mes chevaux pour l'argent. If you can do it in a way that doesn't take too much out of your horses. Quand on voit l'évolution en 10 ans de temps, qu'est-ce que ça va être dans 10 ans? Pouvoir motiver les jeunes à aller au bout de leurs rêves. Forme de très très bons compétiteurs. Je ne vais pas dire que ça forme des hommes de chevaux. Pour moi, les bons moments, ils sont à venir. Aujourd'hui, réussir sa vie, c'est avoir la vie que l'on souhaite. En décembre dernier, à l'occasion du CHI de Genève et au lendemain de sa prise de fonction à la présidence de l'IJRC, l'International Jumping Riders Club, nous avons rencontré le Belge François Maty Junior. Enfant déjà, tout le prédestinait à faire carrière dans le saut d'obstacles international. Né dans une famille de cavaliers, fils de l'illustre François Maty, il n'a raté aucune étape du parcours classique et évident d'un jeune cavalier prometteur. De championnats juniors en championnats nationaux, de Coupe des Nations en Jeux équestres mondiaux, François Maty Junior a continué d'écrire l'histoire des Maty sur la scène internationale. Que faire alors de cette expérience accumulée ? S'il est une chose qui le distingue de la carrière de son père et de celle d'un fils de, comme on l'entend souvent, c'est bien celle-ci, François Maty Junior prend position. Il prend la parole et déploie ses ressources et son expérience au service de son sport. Ainsi, depuis décembre 2023, il succède à Kevin Stott à la présidence de l'IJRC. Le défi est de taille mais ne semble pas l'intimider. Car des choses à dire, des idées à défendre et des combats à mener, il y en a quelques-uns, comme vous l'entendrez, au fil de notre conversation. Avec François Maty Junior, nous avons parlé des Jeux Olympiques, nous avons parlé de l'IJRC, nous avons parlé évidemment de l'avenir de notre sport, de la méritocratie aussi. Un vaste programme à découvrir dans cet épisode, j'espère qu'il vous plaira et comme toujours, si c'est le cas, n'oubliez pas de nous partager vos ressentis, vos commentaires en message privé sur Instagram, d'envoyer cet épisode à vos amis, ceux qui ne connaissent pas encore Aymone Ekestrian, et puis bien sûr à nous suivre sur les réseaux sociaux, à nous mettre des likes, des commentaires et des messages pour continuer d'alimenter l'aventure Aymone Ekestrian. Bonne écoute! Bonjour François. Bonjour. Merci de nous ouvrir cette fenêtre de temps ici à Genève au lendemain de votre prise de fonction à la présidence de l'IJRC. François, vous êtes donc ici pour raconter votre histoire, comme on vient de vous l'expliquer. Ensemble, on va échanger pendant un petit temps sur l'ensemble de votre trajectoire, à commencer par votre enfance, si vous êtes d'accord. Vous êtes le fils de l'illustre cavalier olympique belge François Maty, dont vous avez très naturellement suivi le pas. Dès vos années juniors, vous connaissez de grands succès. 1985, vous êtes champion de Belgique et champion d'Europe junior. Vous aurez ensuite l'occasion de participer aux Jeux équestres mondiaux de Rome en 1998 et de participer par 2 fois à la finale Coupe du Monde, sans compter de nombreuses victoires internationales. Et puis, vous avez aussi et surtout une casquette de marchand de chevaux et d'ambassadeur du sport, en tout cas c'est ce qu'on pense. Voilà donc déjà 3 volets de votre personnalité qu'on devrait exploiter aujourd'hui. Vous avez aussi fait des études universitaires assez longues en marge de votre vie sportive. Vous parlez 7 langues, c'est ce qu'il y a écrit sur votre site. Donc vous êtes quand même un cavalier au profil assez atypique. Alors moi, il y a quelque chose qui m'a marqué quand j'ai lu justement votre site, la première page. Il y a écrit que l'idée c'était de faire de votre passion votre métier. Et nous, ça nous parle parce que quand on a lancé le podcast, on a voulu faire de notre passion notre métier aussi. Est-ce que c'était vraiment indispensable pour vous ? Je pense que c'est indispensable pour tout le monde et je crois qu'il y a, c'est souvent des remarques aussi de personnes qui ne sont pas dans notre sport. Et quelle chance de pouvoir faire de ta passion ton métier. Et je pense qu'avec les chevaux, c'est indispensable. On ne fait pas ça. Je pense que c'est vraiment la raison principale pour laquelle tous les gens qui sont dans ce sport y sont. Ça commence par ça et je veux dire c'est aussi beaucoup de temps, beaucoup de travail, beaucoup de sacrifices, donc si on n'est pas passionné, je pense pas qu'on le ferait comme ça.
Et alors vous auriez pu avoir une autre passion? Est-ce que vous auriez pu développer une autre passion finalement en étant au contact de votre père, en vivant dans les écuries comme vous l'avez fait? C'était une option de faire autre chose? Oui, je pense, on m'a jamais forcé, ça c'est clair. Et bon, j'ai d'autres passions, j'adore un peu tous les sports, donc j'ai d'autres passions, mais c'est vrai que celle-là, c'est celle dans laquelle on est baigné. Et évidemment, quand on a la chance d'avoir tous les outils aussi que j'avais, c'est vrai que c'était évidemment une orientation beaucoup plus logique, mais j'ai quand même eu l'occasion évidemment de me poser cette question, parce que pendant que je faisais mes études universitaires, j'ai monté beaucoup moins, voire pas du tout. On parlait des langues, mais j'ai fait une année Erasmus en Espagne. J'étais en plein centre de l'Espagne, près de Valladolid, et là, j'avais cherché, mais c'était pas possible de continuer l'activité équestre en étant là-bas. Donc c'est une année où j'ai pas du tout monté. Et c'est vrai qu'après mes études, quand je suis revenu dans le sport, j'ai même eu une période assez particulière où j'ai dû me réadapter en fait. J'étais complètement déconnecté du milieu et ça m'a pris du temps en fait pour me réadapter. Ça vous est déjà arrivé de vous demander, est-ce que je fais tout ça parce que vraiment j'ai envie de le faire, me lever tôt, monter samedi, dimanche, y mettre autant d'énergie, ou est-ce que je le fais parce que j'ai toujours vu ça et que j'ai l'impression que je dois le faire? Non, c'est sûr qu'on se pose des questions, et peut-être en effet maintenant que je suis à un moment un peu différent de ma carrière, parce que mes chevaux de top niveau ont été vendus, on les a vendus l'année passée, donc j'ai plus de jeunes chevaux, donc c'est vrai que on ne se pose pas la question quand on est toutes les semaines ou toutes les 2 semaines dans un concours 4 ou 5 étoiles. On essaye juste d'être le plus compétitif possible et on ne se pose pas la question. Maintenant, c'est vrai que j'ai développé un peu d'autres activités, un peu plus le commerce et aussi pas mal de coaching. J'ai été donné des stages à l'étranger. Depuis le début de l'année, je m'occupe aussi de l'équipe belge de complet. En ce qui concerne la partie jumping. Donc j'ai un peu diversifié mon activité, alors qu'au départ c'était vraiment principalement, pour ne pas dire uniquement, le sport de haut niveau. Et donc c'est vrai qu'on se pose un peu des questions, mais voilà, c'est sûr que quand je vois un concours comme celui-ci, ma première pensée c'est je préférerais être dans la piste qu'à côté. Oui. C'est sûr. On va faire un petit retour en arrière, François, et on va essayer de revenir un peu à la base. À quoi ressemble l'enfance quand on est dans une famille comme la vôtre, avec un papa passionné et athlète olympique? Je pense qu'il y a plusieurs façons de voir les choses. C'est un avantage par toutes les connexions et, comme je disais, l'infrastructure, tous les accès au sport. Tout ça, c'était beaucoup d'avantages, et puis une certaine pression aussi. On est souvent comparé, on doit essayer de relever le défi, d'être à la hauteur. Donc je pense qu'il y a différents aspects, mais moi j'ai toujours considéré que c'était beaucoup plus d'avantages qu'un inconvénient. C'était plutôt pour te pousser vers l'avant qu'autre chose. Et alors ça se passait comment justement votre enfance, vos premières années, on va dire, quand vous aviez une dizaine d'années? Vous étiez à cheval beaucoup, ou vous suiviez votre père en compétition? Finalement pas tant que ça, concrètement ça se passait comment? Oui, quand j'étais, évidemment avec l'école c'était toujours un compromis. Ça a toujours quand même été assez important, en tout cas pour moi, et peut-être même pour ma maman plus que mon père, qui lui a été éduqué à l'ancienne. Et bon, c'est sûr que c'était, ce qui est important, c'est de travailler. Et les études, on n'a pas forcément besoin pour pouvoir travailler dans notre milieu. Et moi, par après, quand j'ai fait le choix de faire des études universitaires, c'est plus parce que je trouvais que c'était un atout, parce que de plus en plus, on doit quand même un peu comprendre comment les affaires fonctionnent. C'était intéressant d'avoir des notions d'économie, comptabilité. Même si on est expert dans rien, on comprend un peu tout. Et puis l'ouverture j'ai beaucoup de mes amis qui sont en fait en dehors des chevaux, et c'est surtout grâce à ma vie en dehors des chevaux, et donc la vie universitaire. Quand j'étais gamin, c'est vrai que parmi mes plus beaux souvenirs, c'est d'accompagner mon père en concours, à la Baule, à Royan. Donc en été, c'était des tournées magnifiques et des souvenirs formidables. Et c'est vrai que quand j'y suis retourné après pour monter, je me rappelais
marchand de crêpes qui était là et qui est toujours là d'ailleurs. Et c'est vrai que c'était des chouettes vacances pour moi. Et j'ai une de mes 2 filles, plus que l'autre, qui s'intéresse aussi un peu aux chevaux et qui vient avec moi au concours. Et c'était vraiment super agréable de partager ces moments-là aussi avec elle. Comment ça s'est passé ce moment où vous terminez le lycée et vous devez faire un choix? Est-ce que je monte à cheval toute la journée et j'y dédie tout mon temps, toute mon énergie et tout ce que je peux donner à ce sport, ou est-ce que je fais des études? Vous avez hésité longtemps ou pas tant que ça? Oui, j'ai hésité. Et bon, c'est vrai que le choix, c'était vraiment... J'ai la chance de pouvoir quand même faire les deux. De pouvoir, en tout cas au début, jusqu'à ce que je parte à l'étranger, j'avais la possibilité de faire les études et de continuer quand même à monter à cheval. Donc c'est là que je me suis dit, ok, je vais le faire parce que on ne sait jamais ce qui peut arriver. Puis c'était intéressant comme formation. Et j'avais la chance, évidemment, avec la structure familiale, de pouvoir étudier et monter en même temps. Et ça, c'est vrai que c'était un avantage et ça a quand même pesé pas mal dans la balance. Est-ce qu'il y a eu des grandes étapes dans votre carrière de cavalier qui vous ont mené ensuite à ces titres et à ces victoires que vous avez eues qui sont importantes pour vous? Oui, il y a eu des étapes. C'était surtout, à mon avis, un peu les partenaires que j'ai eus tout au long du parcours. J'ai été longtemps monter des chevaux pour la princesse Aya de Jordanie. Ça, c'était une période importante pour moi. J'ai eu des très bons chevaux aussi grâce à ça. Ça m'a permis aussi d'être indépendant justement de la structure familiale et d'avoir toute ma propre structure, ma propre opération. Donc ça, c'était vraiment une étape importante. C'était pendant, je pense, plus qu'une dizaine d'années. Et ça, je pense que ça a permis vraiment de me développer et de m'épanouir dans le sport. J'ai aussi eu, depuis toujours, et aussi même avant la princesse, c'était de nouveau un partenaire, Ingrid Norman, qui a eu aussi beaucoup de bons choix avec moi jusqu'à maintenant. Donc ça, je pense que c'est vraiment les étapes importantes. Oui. Vous avez travaillé quand vous étiez peut-être au début de votre carrière avec d'autres personnes que votre papa, qui aurait pu vous influencer dans la construction de votre carrière, dans votre équitation? Oui, ça c'est, je pense, aussi quelque chose de très important, c'est que mon père était un cavalier émérite, médaille olympique, mais il s'est très rapidement dirigé vers le commerce. Et donc il y avait toujours des cavaliers qui montaient pour lui, des cavaliers de haut niveau. Et il y en a eu plusieurs. Il y a eu Guido Dominici, qui était un cavalier italien qui malheureusement nous a quittés trop tôt, Philippe Lejeune. Donc il y a eu toute une série de cavaliers qui sont passés aux écuries et c'est eux qui s'occupaient de la formation. Et je pense qu'eux ont contribué beaucoup. Aussi une étape importante. J'ai été plusieurs étés aux États-Unis. C'était pour moi la première fois, je crois que j'avais 15 ans. C'est vrai que quand le sport est tellement différent là-bas, quand on débarque là, on ouvre des yeux, c'est vraiment autre chose. Et je pense que moi, même si j'en étais déjà un peu conscient, avec mon gabarit, je pense que la monte américaine est quelque chose de très fin, très léger. Donc on a fait un peu d'équitation, hunter, donc ça faisait partie. Je pense que c'est aussi pour ça que mon père m'a envoyé là-bas. Vous avez fait du equitation? Oui. Ah bah faut nous raconter parce qu'alors nous on comprend toujours pas. Vous avez 2-3 fois qu'on va à Wellington, on essaye de comprendre les différences entre l'equitation et le hunter, mais c'est assez... Oui, il faut être passionné. Hein. Equitation, c'est vraiment le cavalier. On regarde vraiment le style du cavalier. C'est plus ça qui est pris en compte. Et hunter, j'étais encore au Canada là cet été. Il faut vraiment avoir de la patience. C'est vraiment un autre monde. Et là, c'est le cheval qui va sauter lentement. Et je comprends que vous ne comprenez pas parce que il n'y a que eux qui comprennent, je crois. Mais donc, moi, ce que me rappelle l'équitation, en tout cas, c'est beaucoup d'heures de trosse en étrier, galop et tout. Et vraiment soigner la position. Et bon, avec mes presque 2 mètres et 100 kilos, je peux pas. C'est vraiment quelque chose que j'ai toujours dû
que j'ai toujours dû soigner pour gêner le moins possible le cheval. Et c'est vrai que ces étés là-bas, non seulement m'ont fait rencontrer des personnes extraordinaires, j'étais d'abord chez la famille Léon, il y avait 3 frères qui montaient, et j'avais été accueilli là-bas vraiment comme un 4e fils, c'était vraiment fantastique. J'étais aussi chez Maclean Ward plusieurs fois aussi. Et, pour moi, c'était vraiment des étapes importantes aussi. C'est intéressant que vous mentionniez à la fois ce détour aux États-Unis. Hier, je me disais en préparant cette interview, en Belgique, il y a tellement de familles de cavaliers, enfin de familles très fortes. On pense à la vôtre, évidemment, au Philippe Arts, au Van Passion, Grégory Watley, Jérôme Guéry, etc. Vous avez observé un peu tout cet écosystème, à la fois en Belgique, à la fois aux États-Unis, à la fois en Europe de manière générale, pour tirer un peu le meilleur pour votre carrière personnelle? Oui, je pense que c'est vraiment très important. Il n'y a pas un système qui fonctionne et il y a pas. Je pense que chacun doit vraiment s'adapter. Bon, c'est sûr, à son gabarit d'abord, mais sa façon de monter. Je pense si on regarde le top 10 hier, il n'y a pas 2 cavaliers qui montent pareil, même si les bases, équilibre, balance, enfin toutes les bases sont les mêmes, le contrôle. Je veux dire, chacun a son style, chacun a sa façon de monter, il n'y a pas un bon style et un mauvais style, donc je pense que chacun doit un peu se chercher, et c'est au cours de sa carrière, avec ses influences, que ça se construit, et en fonction des chevaux qu'on a aussi bien sûr, mais c'est vrai que je pense que c'est un sport aussi où beaucoup de cavaliers échangent entre eux, on est là, il n'y a pas de secret, on n'est pas en train de faire la reconnaissance en disant je vais rien dire à l'autre, tout le monde échange, qu'est-ce que tu penses, qu'est-ce que tu ferais là? Parce que c'est différent pour chaque cavalier et chaque cheval. Et je pense qu'il y a une très belle connexion entre tous les cavaliers, et ça permet aussi d'évoluer au haut niveau quand on échange entre nous. Vous avez donc eu cette influence un peu américaine et puis plein d'autres influences, puisque vous avez évolué avec les cavaliers qui venaient s'occuper du commerce chez votre père. Si vous deviez décrire votre équitation, votre style d'équitation, comment vous le décririez ? J'ai toujours essayé d'être le plus fluide possible, donc j'aime bien, je trouve que son père un peu, j'ai de temps en temps été sur le circuit de Spa-Francorchamps, faire un peu des tours en voiture, et je pense qu'il y a beaucoup de similitudes avec les trajectoires, donc si on freine au mauvais moment, si on accélère au mauvais moment, si on ne prend pas la bonne courbe, c'est pas bon. Et quand je vois une épreuve, un barrage comme Steve a gagné hier ou comme Grégory a gagné à Lyon, ça c'est vraiment les trucs que je trouve le plus beau dans notre sport, et c'est vraiment toujours ce que j'ai dans cette direction-là que j'ai essayé, c'est vraiment avoir la vitesse et la fluidité en même temps, et c'est quelque chose pour moi qui est important. Ouais. C'est toujours très intéressant quand les cavaliers comparent l'équitation à d'autres sports. Je trouve que ça amène toujours quelque chose. À quel moment est-ce que vous avez, alors pas forcément switché parce que vous êtes toujours cavalier, mais que vous vous êtes intéressé et développé dans la partie commerce et coaching? Commerce, c'est toujours un peu en fonction des opportunités et des nécessités, donc c'est en fonction des chevaux qu'on a. Maintenant, c'est sûr que le fait d'être moi en concours, ça donne le besoin et la nécessité aussi de le faire de plus en plus. Et bon, avec une structure comme on a, je fais ça aussi beaucoup avec mon père qui lui n'est plus à décrire dans ce domaine-là. Donc ces derniers temps, c'est vrai que j'ai développé ça plus. Et le coaching, c'est la même chose. Quand on est parti tous les week-ends en concours, à part, bon, j'ai eu des cavaliers étrangers qui nous suivaient, mais il faut qu'ils soient capables de nous suivre en concours pour que ce soit efficace. Donc maintenant, j'ai plus de disponibilité, donc c'est pour ça aussi que ça me permet de le faire différemment, et un peu plus. Je crois que l'un des plus gros challenges que rencontre un cavalier de haut niveau, c'est d'être capable de garder ses chevaux de tête. Vous le disiez, vous avez vendu, vous le disiez en préambule, vous avez vendu vos bons chevaux l'année dernière. On a rencontré pour la 2e fois Henrik Van Eckerman hier, qui nous disait donc que évidemment l'ensemble de son programme pour rester World Number One, c'est d'avoir King Edward avec lui et d'en former des nouveaux bien sûr, mais il a la chance, Henrik, de pouvoir compter sur des propriétaires qui conservent les chevaux, et il me semble avoir entendu il n'y a pas longtemps que évidemment King Edward ne sera jamais à vendre. Il n'y a pas de prix sur ce cheval et il n'y a même pas d'option possible. C'est pas facile de rencontrer un propriétaire qui investit dans un cheval qui ne sera jamais à vendre, a fortiori un hongre en plus, qui ne sera absolument pas destiné à la reproduction. Est-ce que c'est quand même
quelque chose que vous avez vous recherché ou finalement c'était même pas votre ligne directrice de dire ok je vais essayer de m'entourer de partenaires qui vont investir dans des chevaux mais qui vont me les laisser jusqu'au bout? Si, mais je pense qu'on a parlé des étapes importantes de ma carrière. Évidemment, avec les propriétaires que j'ai eu jusqu'à présent, qui étaient la princesse Aya et Ingrid Norman, bon, on était toujours ouverts à vendre les chevaux, mais c'est des personnes qui ont vraiment fait ça par passion et même quand on avait les opportunités de faire des grosses plus-values sur les chevaux, qu'on dit, eux aussi avaient la priorité pour le sport. Et c'est pour ça que c'était une partie, une des meilleures périodes pour ma carrière de sportif, c'est que ces chevaux-là, ils les gardaient pour le sport, ils les gardaient pour moi. Et c'est vrai que dans ce cas-là, c'est vraiment le moyen le plus facile de rester au niveau. Après, il y a toujours la difficulté, c'est de trouver. Je crois que vraiment la grosse difficulté pour tous les cavaliers, c'est vraiment maintenant de pouvoir posséder ou avoir sous la main tous ces jeunes chevaux qui vont permettre qui vont pouvoir sauter du 5 étoiles et évoluer. C'est vraiment c'est la partie la plus difficile pour le moment. J'allais y venir parce que c'est un sujet qu'on aborde assez régulièrement quand on rencontre des cavaliers qui ont vraiment ce profil marchand de chevaux, commerce. Aujourd'hui, le commerce, il est de plus en plus difficile. Les bons chevaux, ils sont de plus en plus difficiles à trouver et encore plus à acheter. Quel œil, quel regard est-ce que vous portez sur le commerce actuel, le prix des chevaux, etc. Oui, comme tu viens de le dire, c'est de plus en plus difficile. Les jeunes chevaux qui sortent un peu du lot, en général, ne sont pas à vendre. Sauf, il y a quelques personnes qui arrivent sur le marché, qui arrivent à dépenser des millions pour un 4 ans. Pour un 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans. Donc on entend des prix qui sont tout à fait inimaginables et tout le monde les entend. Donc les personnes qui sont propriétaires d'un cheval et qui pensent que leur cheval aussi a ces capacités-là demandent ces prix-là. Et donc c'est vrai, quand on essaye de dire ok, je vais acheter, revendre, c'est difficile de faire ça. Avant, on pouvait trouver un jeune cheval un peu difficile qu'on mettait en valeur et qui, à force de travail, on arrivait à amener en 5 étoiles. Ça arrive toujours. Il y a toujours des cavaliers donc il y a toujours moyen de le faire, mais c'est de plus en plus difficile. Maintenant, tout le marché a évolué aussi par tout ce qui est information. En un clic, on voit tous les résultats du cheval, on peut voir toutes les vidéos. Tout le monde avec un téléphone est un marchand. Donc toute l'information évolue à une vitesse inimaginable. Et c'est vrai que c'est devenu de plus en plus difficile avec un budget normal de trouver un cheval prometteur et peut-être un peu difficile ou un problème, solutionner le problème et arriver au niveau. Et alors, pendant très longtemps, en France, on disait qu'il fallait aller en Belgique acheter les chevaux, que c'était moins cher, que c'était plus facile et tout. Est-ce que c'est encore possible? Est-ce que c'est le cas? Ou est-ce que même en Belgique, de toute façon, il y a pénurie? Non, je pense que c'est vrai que c'est assez impressionnant, je trouve. On est quand même un petit pays. Mais on a une qualité de chevaux et de cavaliers, je trouve, impressionnante par rapport. Les autres pays, c'est la France, la Hollande, l'Allemagne, en tout cas pour ce qui est de l'élevage. Et point de vue chevaux, on regarde sur tous les concours, l'élevage belge partout. Et puis on a regardé les derniers championnats des jeunes, ils ont tout gagné. Donc c'est vrai que je pense qu'il y a toujours des opportunités, il y a un paquet de chevaux. Je ne sais pas si c'est plus facile d'en acheter en France ou en Belgique. Sans doute qu'il y a moins de kilomètres à faire aussi pour un peu les essayer tous. Mais c'est vrai que chez nous, il y a vraiment beaucoup de bons chevaux. On va peut-être passer à une autre partie dont on vous a dit on voulait vraiment parler. On vous a investi d'une mission, entre guillemets, c'est peut-être un très grand mot, mais quand même d'être porteur de votre sport et ambassadeur du sport. Et à cette image-là, vous venez de prendre la présidence de l'IJRC. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce choix et des raisons qui vous ont poussé à prendre la présidence? Je crois que ça fait 25 ans que je suis dans le club des cavaliers, donc on a déjà tout un historique, on a déjà consacré beaucoup de temps. C'est quelque chose que je fais et que tout le board et que tous les gens qui sont impliqués dans le club des cavaliers font, parce que je pense que c'est vraiment indispensable d'être représenté auprès des autres institutions.
C'est surtout, il y a la FEI et aussi les organisateurs, ils ont leur association, chacun a un peu ses propres envies et priorités, donc il faut vraiment que quelqu'un le fasse de toute façon. J'étais à l'Assemblée Générale du Mexique, donc l'Assemblée Générale de la FEI, et c'est vrai que là, c'est beaucoup de discussions techniques. Il y a beaucoup de gens là-bas, des représentants de fédérations qui sont pas forcément dans le sport. Il y a des gens qui n'ont jamais monté à cheval et c'est eux qui doivent décider de l'avenir de notre sport. Donc c'est vraiment très important pour nous d'amener un peu une connaissance pratique. C'est pas comme le comité olympique où là-bas je pense que si t'as pas été athlète, t'as aucune chance de rentrer dedans. Là c'est différent et je trouve que ils sont assez réceptifs, mais il faut qu'on soit présent pour aborder nos points de vue dans la discussion, expliquer un peu la vision du sport comme elle est vraiment. Et bon, j'étais vice-président depuis déjà quelques années, et c'est vrai que c'est quand même une tâche qui demande assez d'investissement. Et bon, je pense que c'est pour ça aussi que Kevin voulait passer la main, et comme chaque président qui est passé avant. Et ouais, c'est vrai que c'est important maintenant. Notre sport doit être bien représenté dans les institutions, mais aussi dans le public. C'est aussi, on voit aussi beaucoup de gens qui ne connaissent pas ou ne comprennent pas nos sports, qui commencent à le critiquer. Donc je pense que c'est important d'avoir des bons ambassadeurs, et quand on voit des gens comme Steve, je trouve qu'il fait un boulot aussi, il faut vraiment le souligner, parce que je pense que c'est un des cavaliers qui est le plus investi dans notre sport et dans son image. Et essayer de faire comprendre aussi, pas seulement aux institutions, mais aussi au public, voilà, que ce qu'on fait, c'est quelque chose de magnifique avec les chevaux, et parce que souvent ils ont la phrase qu'on entend parfois, on utilise des animaux pour avoir des médailles olympiques, comment est-ce possible, mais ils ne se rendent pas compte que ces chevaux font partie de notre famille et sont soignés comme beaucoup de personnes aimeraient être soignées. Est-ce que vous mesurez, justement, vous en parliez, de ces menaces un petit peu sociétales qui pèsent sur l'équitation, est-ce que vous mesurez l'ampleur de ce phénomène? On était l'année dernière à la conférence de l'IJRC justement, et il y avait un représentant de la fédération qui répondait un petit peu aux cavaliers qui montaient au créneau et qui disait: mais les gars, vous vous rendez pas compte, le lundi matin on reçoit des vidéos de ce qui a pu se passer en concours, et on nous menace de porter plainte, de mener des actions, etc. Est-ce que vous avez conscience et vous avez cette envie aussi d'essayer de lutter contre la mauvaise image qui peut circuler parfois de l'équitation? Oui, bien sûr, c'est une des priorités, je pense, à partir d'aujourd'hui et pour toujours. C'est pour ça que je dis, il faut faire comprendre notre sport. Je crois que les gens doivent comprendre la relation qu'on a avec l'animal, que c'est aussi un animal de 650 kilos, qui peut être dangereux aussi. Mais que nous, tout notre travail, c'est d'être en symbiose avec lui, en compréhension, et que tout ce qu'on fait, c'est pour le bien-être du cheval, parce qu'il n'y a pas le choix. Les chevaux, on ne les force pas à sauter des obstacles sans faute. Et si le cheval ne participe pas avec le cavalier, si le cheval n'a pas envie, il ne fait pas tout ce qu'il fait. Quand on voit la vitesse, la précision, et on voit le parcours, un cheval qui couche les oreilles, on peut lire la satisfaction du cheval aussi à la fin du parcours, quand il a fait un bon parcours. C'est vraiment un travail d'équipe, et je pense que malheureusement c'est tous les gens qui ne connaissent pas notre sport qui trouvent ça juste ça malheureux. C'est vrai, on voit, il y a des accidents, ça arrive, un cheval qui s'écrase dans un obstacle, mais bon, c'est pour ça qu'il y a des broches de sécurité. Heureusement, il y a très rarement un cheval qui se blesse. Mais c'est sûr que c'est un sport où des accidents peuvent arriver. Mais il y a aussi chaque année, malheureusement, des cavaliers qui meurent dans le sport équestre. Et c'est vrai que c'est un sport où on ne peut pas éviter les accidents. Mais c'est clairement l'image de notre sport. Et chaque cavalier a ses responsabilités. Et ça, c'est, je crois, quelque chose que c'est aussi une autre tâche de le faire passer pour préserver la belle image de notre sport. Michel Sorgue nous disait à ce micro dans un hors-série qu'on a enregistré pour le CHI ce week-end,
Si vous placez la barre, alors pour le micro, il avait imaginé, on place la barre à 75 sur 100. Il dit il y aura toujours des gens qui seront à droite et qui vont dépasser la règle. Et il y aura une partie des personnes qui vont rester à une distance convenable de la règle et puis des personnes qui vont se placer juste à la règle. Quand on pense à toutes ces règles mises en place par la FEI, est-ce que votre rôle ou est-ce que votre envie individuelle, c'est aussi de faire de l'éducation pour que toutes les personnes qui viennent essayer de se coller aux règles pour respecter le règlement mais être vraiment à la limite, se reculent aussi et rentrent dans un niveau convenable. On pense à tout ce qui a été la muserolle, c'était le sujet, on va penser à tout ce qui est équipement, guêtres, etc. Ouais, c'est ça, l'équipement, je trouve que c'est vraiment un sujet délicat parce que c'est vrai que maintenant on commence de plus en plus à toucher à l'équipement. Et parfois les règles donnent des mauvais signaux aussi. Je trouve qu'il y a eu avec le dressage beaucoup de discussions avec la double bride, où ils voulaient rien que le fait de ne pas rendre la double bride obligatoire en dressage. Ça fait deux catégories de gens. Ceux qui montaient en filet, c'était les gentils, et ceux qui montaient en double bride, c'est les méchants. Alors qu'une double bride, si on monte à cheval, moi je sais pas, si j'ai un cheval qui est plus fort que moi, qui tire, si je lui mets la double bride, je ne sais pas le contrôler. C'est pas une embouchure ni méchante ni forte. Et par contre, on fait une règle comme ça, c'est perçu par le public comme une embouchure, comme de la torture presque, j'exagère, mais donc c'est compliqué quand on fait des règles. La muserolle, c'est la même chose. Maintenant, on essaie d'avoir exactement, de savoir vraiment à quelques millimètres près, parce qu'on veut utiliser un outil pour savoir si la muserolle est trop serrée ou pas assez serrée. Moi, j'ai déjà serré, c'est vrai, j'ai un cheval où je devais serrer un trou plus fort la muserolle, parce que sinon il passe la langue. S'il passe la langue, elle est en dessous du mors, c'est beaucoup plus désagréable pour lui que s'il la garde au-dessus. Et le cheval, ça lui porte, ça veut dire, s'il veut, les chevaux peuvent casser la muserolle avec leur mâchoire, ils ont beaucoup de force. Il y a eu tout ça est fait un peu sur l'intuitif et surtout sur l'influence des réseaux sur le sport, parce que les cavaliers de dressage ont fait des études, ils avaient mis des senseurs de pression sur une muserolle, fait différents tests où on tirait dans la bouche, où on tournait, avec différentes mesures, et à chaque fois le moment où le cheval mettait le plus de pression sur la muserolle, c'est qu'on lui donnait un bonbon pour donc c'est à ce moment-là qu'il mettait le plus de pression sur la muserolle. Donc je pense que c'est concrètement, on parle de cette muserolle comme étant une touche au bien-être du cheval. Le cheval n'est pas gêné par une muserolle. Après, ils m'ont montré une image. Oui, mais le legal department me dit, mais oui, mais regarde ça. C'est vrai qu'on voit une image où on voit la muserolle qui est trop serrée, mais on n'a pas besoin d'un outil pour dire la muserolle est trop serrée. Donc, à quelques millimètres près, si le cheval même ouvre la bouche au moment où on essaye de tester la muserolle, c'est encore différent. Donc, c'est des règles qui... Ouais, c'est un chemin glissant. Je comprends que la FEI essaie d'avoir aussi leur but. En fait, ça vient un peu du legal department. On parle de deux doigts, mais toi, tu as deux gros doigts. Mademoiselle, la steward, elle a deux petits doigts. On ne peut pas l'empêcher. On essaie de quantifier ces choses-là. Moi, c'est des choses qui me dépassent un peu et que je comprends, mais qui sont loin du bien-être et qui sont malheureusement perçues comme la question de bien-être pour le cheval. Et alors ce que nous disait aussi Michel, c'est que le fait de changer les règles toutes les 3 minutes, entre guillemets, ça donne aussi l'impression au grand public qu'on n'est pas trop sûr de nous, quoi. Et c'était le sujet notamment avec cette TAC app, donc on a parlé vendredi. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Non, c'est clair, on peut pas... On parlait des règles. Il y a tellement de règles, c'est vrai que même les stewards ont du mal à suivre. Et puis en plus, ils les interprètent, et c'est pour ça que, à mon avis, la TAC app est arrivée pour un peu... c'est au départ un outil pour expliquer plus concrètement ce qui est le matériel qu'on peut utiliser, le matériel qu'on ne peut pas utiliser. Et souvent, et c'est vrai que c'est quand même un point important, c'est souvent ça a été fait à la FEI sans vraiment beaucoup et c'est ça qu'on veut être beaucoup plus impliqué dans le processus, sans consultation sur le terrain. Donc parfois on interdit des choses qui sont en fait, qui n'ont aucun sens, parce qu'elles sont faites pour le contraire. On ne peut pas mettre du Vett-Rap sur le mors, pourquoi? C'est pour le faire plus doux pour le cheval. Donc c'est des exemples, et donc il y a tellement de règles que c'est compliqué à suivre. Et
elles sont interprétées de façon différente et on ne peut pas arriver un lundi au concours et dire « Ah non, ce mot-là, tu ne peux plus l'utiliser ». Pour nous, si on veut comparer un sport, les embouchures, les éperons, c'est l'accélérateur et le frein. Si on enlève la direction assistée et l'ABS à un pilote de Formule 1, son parcours il va terminer dans le décor. Nous, c'est la même chose. C'est un sport où je pense que quand on voit les épreuves du niveau ici, je pense que même le public se rend compte à quelle précision on doit pouvoir monter, tourner, faire un abord, aussi pour la sécurité déjà, pour que si on n'arrive pas à contrôler, à être précis dans un abord, c'est comme ça qu'on fait des fautes ou des crashs. Et donc c'est vrai que tous les mois la TAC app est mise à jour, donc tous les mois on peut regarder les nouveaux trucs qui sortent. C'est vrai que c'est pas les règles qui ont changé tous les mois, mais bon, ça apparaît de nouvelles... en fait, il y a des nouvelles choses qui apparaissent tous les mois, donc on peut arriver et dire « Ah non, ça, ce qu'on croyait qu'on pouvait faire le mois avant, on ne peut plus le faire. » Donc c'est vrai qu'il faut quand même un certain temps pour pouvoir s'adapter. On ne peut pas arriver la veille d'un championnat d'Europe et dire « Ben non, cette embouchure-là, tu ne peux pas la prendre. » Pour continuer un peu sur ce sujet, on a vu les cavaliers vendredi en nombre, déjà par rapport à... Alors l'année dernière, il y avait aussi beaucoup de monde, mais j'ai l'impression que de plus en plus, les cavaliers sont présents. Un peu lassé, un peu révolté. Ludger Beerbaum est monté au créneau à plusieurs reprises. Il a même appelé, un peu sur le ton de l'humour, mais quand même, au boycott en 2024. Qu'est-ce que vous pensez de ça, de voir les cavaliers aussi investis quand même? Ils sont investis et, à contrario, il manque à l'appel beaucoup de cavaliers. Oui, je pense que c'est vrai qu'on aimerait bien qu'il y ait beaucoup plus de personnes qui s'investissent pour les autres en fait, parce que c'est ça, c'est pour la même, en fait, finalement. Mais souvent c'est vrai, souvent ce qu'on remarque quand ils n'ont pas de problème personnel, voilà, tout va bien, et après quand ils ont des soucis, c'est vrai qu'alors ils font appel au club et disent comment est-ce possible, et donc nous on essaie d'avoir une vue, on est plutôt dans la vue globale et on essaie de gérer tous les problèmes en amont, puisque c'est pour ça qu'on travaille beaucoup avec les organisateurs et surtout avec la FEI. Mais c'est vrai qu'on aimerait bien qu'ils s'investissent beaucoup plus. C'est pour ça aussi qu'on a pris, je suis content qu'on a deux nouveaux membres dans le club qui sont des jeunes, avec Richard Vogel et Michael Duffy. Et je pense vraiment un but aussi dans les prochaines années, c'est d'avoir de plus en plus de jeunes qui s'investissent pour le sport et pour les autres cavaliers. Mais c'est vrai que c'est beaucoup de... C'est pas quelque chose qu'un sportif aime faire. Il y a plein de trucs à lire, il faut connaître tous les règlements un peu, il faut se battre en fait pour des choses qui sont parfois contre ton propre intérêt, mais qui sont bons pour le sens global. Il faut avoir une vue du top sport, mais aussi des concours et des cavaliers qui sont en train d'arriver dans le sport. Donc c'est pas quelque chose que les gens ont forcément envie de faire naturellement. Il faut un peu être passionné pour le sport et à mon avis aussi un peu altruiste, avoir le temps de le faire et l'envie. Et c'est vrai que ce qui est intéressant aussi avec la Young Riders Academy, c'est qu'il y a toute une mise en place aussi d'une autre vision du sport que juste arriver aux écuries, monter son cheval et aller en concours. D'ailleurs, tous les ans, ils sont là. J'imagine que ça fait presque partie un peu de leurs obligations. Oui, c'est ça. Ça fait partie de leurs obligations. Et ce sont des cavaliers ici qui étaient actifs, même par exemple, Harry Charles fait partie aussi de l'académie. Il était là, il a aussi des interventions importantes. Et ça, je pense qu'on voit qu'ils ont des idées bien claires aussi du sport et de ce qui est bien et de ce qui n'est pas bien. Et ça fait la partie éducation dans la Young Riders Academy de l'IGRC, c'est aussi important que d'aller chez un bon coach. Alors justement, vous mentionnez Harry Charles, et l'une de ces fameuses, l'une de ces mentionnées interventions importantes, c'était de dire que il faut conserver un sport qui soit un sport au mérite. Il est intervenu à un moment donné pour dire attention de ne pas donner plus de points ranking à des concours où il faut payer pour accéder. Alors demain, on va avoir suffisamment d'argent pour accéder à ces concours et donc on aura plein de points ranking et puis les autres, tant pis pour eux, ils n'apparaissent pas. Ça permet de refaire le lien dans notre conversation avec l'avant un petit peu du sport et l'après. Est-ce que vous trouvez qu'il y a encore suffisamment de place au mérite dans notre sport par rapport à ce que vous avez pu connaître vous? Vous parliez de ces époques où on pouvait acheter un cheval un peu compliqué. On en avait nous parlé avec Eric Navet longuement aussi, qui disait mais à l'époque on trouvait un cheval moyen et on allait faire du Grand Prix avec et c'était magnifique.
Oui, je pense qu'il y a plusieurs points ici dans ce que tu viens de dire. Un, méritocratie, je pense que pour le club, ça a toujours été une priorité. C'est pour ça que voilà, on a toujours depuis longtemps essayé de trouver une solution, parce qu'on s'est battu contre les P-Cards, mais c'est jamais très clair, c'est jamais facile ça n'a jamais été facile à régulariser. C'est pour ça qu'on a mis en place le Invitation System, qui solutionne en grande partie le problème, puisque depuis quelques années maintenant, en fonction du niveau, tu as une partie des cavaliers qui viennent du ranking, une partie des cavaliers qui viennent de la fédération nationale, et le reste qui est à l'organisateur. Et c'est vrai que la partie organisateur, c'est souvent des pay-cartes, mais avant, on pouvait demander au numéro 1 mondial de payer pour venir à son concours. Maintenant, dans un 5 étoiles, 60% des cavaliers viennent par le ranking, 20% viennent par leur fédération, et il reste 20% pour l'organisateur. Je pense on a tous considéré que c'était un bon compromis. Et plus on descend en catégorie, plus la partie ranking diminue. Et je pense que ça, déjà, c'est une partie, vraiment, c'est une façon de dire, OK, c'est par méritocratie, on a plus facilement accès, on a accès au concours. Le ranking est vraiment super important pour ça aussi, évidemment, puisqu'on accède au concours pour le ranking. Et ça, c'est nous qui avons la gestion des règles du ranking avec la FEI. Et on est aussi très réceptif à toutes les possibilités d'améliorer ça. Et on est aussi en train d'étudier plusieurs possibilités pour améliorer aussi ce système de ranking en fonction de la méritocratie. On envisage plusieurs pistes. Concrètement, je pense que si on regarde le ranking, il n'y a pas des gens qui ont réussi à être haut dans le ranking en achetant même des chevaux chers ou des places dans des concours 5 étoiles, parce qu'il faut quand même toujours gagner les épreuves, et en gagner assez que pour monter dans le ranking. Donc je pense que ça, en réalité, ça n'arrive pas. Mais on doit continuer à s'assurer qu'un jeune cavalier, quelqu'un qui a un nouveau cavalier qui a un bon cheval, peut arriver à monter toujours dans le ranking en passant les étapes, mais en passant 2, 3, 4 étoiles, et que cette progression soit toujours possible. En fait, c'est exactement ce que nous disait Max Kuhner hier. Dans le 5 étoiles, dans les meilleurs cavaliers du monde, finalement, quand on regarde un peu la liste des 10 cavaliers qui ont couru le top 10 vendredi, il n'y en a aucun qui ont eu cette place parce qu'ils ont payé. En fait, la différence, elle se fait plus au niveau des 2, 3 et 1 étoile. Et c'est aussi ce dont on a parlé un peu brièvement au début, mais tout ce qui va être les dotations dans le 1 étoile et les extra fees, extra costs et tout qui sont mis en place. Comment vous voyez l'avenir à ce niveau-là? Comment est-ce que vous voyez les choses se dessiner d'ici 5 à 10 ans? Vous n'avez pas une boule de cristal, je sais, mais... Non, mais c'est vrai que il y aura toujours... je pense qu'il y a des cavaliers, en effet, il y a aussi des cavaliers qui ont accès, pas par la méritocratie, aux 5 étoiles, mais c'est pas pour ça qu'ils vont être haut dans le ranking. Et on peut descendre, je crois, assez loin avant de les trouver. Donc ça c'est une chose. Après, pour les challenges des 1 étoile, c'est juste un peu un système de... Je comprends pas qu'on puisse donner 0 argent de prize money et demander 550 € d'inscription, plus encore des frais, et que de gagner le Grand Prix à 250 € de Grand Prix 1 étoile. Pour moi, c'est du bon sens, ça peut pas exister. Au moins, rembourser ton inscription si tu gagnes le Grand Prix. Donc ça, je pense qu'on va y arriver, parce qu'on a eu un peu, je pense, un malentendu au niveau des fédérations européennes, malheureusement, parce que eux, en fait, c'est surtout en Europe qu'on veut ça, parce que c'est en Europe que tu ne peux pas prendre 300 chevaux à 550 € et donner 3000 € de prix, ça ne va pas. Donc ça, je pense que c'est notre travail de convaincre les fédérations. Je pense qu'on a déjà beaucoup travaillé depuis que cette décision a été rejetée. Donc je suis confiant qu'on va arriver à la faire passer à un moment donné. Et en effet, l'évolution des extra costs, ça c'est quelque chose qui touche les cavaliers tous les week-ends. C'est pas facile à régulariser non plus, parce que les situations sont différentes d'un concours à l'autre, que ce soit d'abord un indoor, un outdoor, infrastructure fixe, infrastructure à monter juste pour le concours, les tournées. Donc
On est en train de travailler très dur avec les organisateurs qui sont réceptifs, qui comprennent aussi qu'il y a des choses qui sont acceptables et d'autres pas. Des ballots de foin, un ballot de foin à 50 €, des trucs comme ça, c'est des choses qui sont un peu compliquées à accepter, mais il faut arriver à mettre des règles dessus. Et si l'électricité coûte un endroit, on te fait payer 150 € pour ton camion, et que tu as 3 prises et que l'électricité saute tout le temps, ou que tu as une infrastructure qui a tout mis en place dans un parking, qui a dû tout faire amener, des générateurs et tout ça. Donc les situations sont compliquées, mais il faut qu'on va établir une charte, une sorte de règle, un système de contrôle, parce que pour le moment, dans les avant-programmes, il suffit de dire ce qu'on veut faire payer comme frais supplémentaires et c'est automatiquement accepté, puisqu'il n'y a rien qui est rejeté. Donc ça, c'est beaucoup de travail et ça, c'est de la négociation avec les organisateurs, avec la FEI, et bon, on va essayer d'arriver à quelque chose qui tient la route. C'est aussi un peu compliqué, parce que si on dit on peut demander 100 € pour le parking, ils vont tous demander 100 € pour le parking, même ceux qui ne le demandaient pas avant. À partir du moment où on autorise quelque chose, donc il faut un peu faire attention. On va reparler un petit peu de vous pour clôturer cet échange. Est-ce que vous auriez un souvenir à nous raconter, peut-être votre meilleur souvenir sportif ? Ouais, je pense que mon meilleur souvenir sportif, c'était quand on a gagné la Coupe des Nations à Calgary. Ça, pour moi, c'était vraiment... Bon, c'est un concours que j'ai toujours adoré. J'ai été faire plusieurs fois la tournée en été là-bas et c'est vraiment... je l'ai fait nombreuses fois et c'était déjà les parcours les plus exigeants. C'était toujours un concours, c'est comme Aix-la-Chapelle. Je crois qu'avoir son nom sur le palmarès, c'est quelque chose d'important. Et là, bon, j'ai fait, en plus, j'étais à la fin, c'est mon parcours sans faute qui a fait gagner l'équipe. La Belgique, c'est la seule fois où les Belges ont gagné à Calgary. Donc pour moi, je pense que ça va rester toujours un grand souvenir. C'est Marie Pellegrin qui nous racontait que quand on passe sous l'arcade pour rentrer sous l'arche, pour rentrer sur la piste de Calgary, ça fait quand même quelque chose. Ouais, non, c'est impressionnant et il y a beaucoup de chevaux qui sont impressionnés. On a déjà vu plusieurs fois même des bons cavaliers qui arrivaient là-bas et puis dès le premier, je dis ouf, j'ai pas amené les bons chevaux ici. C'est vraiment un concours particulier parce que là, on a des obstacles. Ouais, je crois que c'est là que les obstacles les plus hauts oui, puis ce sont des obstacles aussi particuliers parce qu'ils font 5 mètres de front, donc c'est très très imposant et c'est toujours super technique, super exigeant. Leur philosophie là-bas, c'est pas de barrage, donc on a vraiment 2 tours très 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 difficiles et je crois que c'est vraiment un concours extraordinaire et ça restera toujours un fantastique souvenir pour moi. Bon, et alors, retour dans le présent, si vous pouviez monter un cheval du circuit actuel. Oui. Moi, j'aime bien Dallas de Ben Maher. Je pense que c'est un cheval vraiment qui est un plus compétitif. Ça, c'est mon favori pour aujourd'hui. On verra ce que ça va donner. Le cheval qui a marqué votre vie, et alors là, je me demande si vous allez parler de Canaan. Ben oui, c'est sûr que c'est Canaan qui a marqué ma vie, dans le sens où c'est, je pense, le meilleur cheval que j'ai jamais monté. C'est là que je me suis rendu compte que, waouh, avec un cheval comme ça, le sport, c'est un autre sport, parce que tout est facile en fait. Avec la pluie, on doit... J'avais presque l'impression que vous pouvez faire la reconnaissance de piste, du bord de piste, parce qu'arriver un peu vite, un peu grand, un peu près, pour lui tout était facile. Et donc lui c'était vraiment c'est la sensation d'un autre sport, de la facilité en fait que ça peut avoir, de la différence du sport avec un cheval comme ça. C'était vraiment impressionnant. Mais un autre cheval qui a aussi marqué ma vie, bon lui c'est plus par les résultats, parce que Canaan était vendu au début des 8 ans, donc j'ai pas pu malheureusement le monter dans des concours. C'était Uno qui est vraiment un cheval tellement atypique qu'à 1m89, il a son physique, il a sa façon de sauter. J'ai souvent vu la tête de mes collègues au paddock parce qu'il n'est pas du tout expressif. Quand il saute un petit obstacle, on a l'impression qu'il ne va pas pouvoir sauter plus haut. Et puis c'est un cheval qui à la fin m'a donné les meilleurs résultats avec la finale Coupe du Monde. Calgary, c'est lui. C'est un cheval qui était vraiment
qui donnait toujours 200% et en plus qui avait un caractère fantastique, c'était une personnalité. C'est comme un chien, quoi. Quand on arrive, il cherche le contact, il veut qu'on s'occupe de lui. Donc ça, c'est vraiment un cheval émotionnellement que j'oublierai jamais, qui m'a amené beaucoup. Et surtout qu'il était, au départ, avec son physique, c'était pas du tout gagné qu'il soit aussi performant. Et est-ce que vous pensez que ces chevaux, on dit souvent que le sport a énormément évolué, les selles français à l'ancienne, etc., qu'on a connus très massifs, beaucoup d'os, un peu lents, etc., ne seraient plus du tout adaptés au sport d'aujourd'hui. Et quand on avait discuté avec Eric Navet, il nous disait oui, mais un Japlou, un Quito, ce serait quand même des chevaux de championnat aujourd'hui. Est-ce que vous pensez qu'un Canaan, ce serait encore un cheval dans le coup aujourd'hui, un cheval de championnat ? Oui, sans aucun doute. Sans aucun doute. Ce cheval, pour moi, il avait tout. Il avait les moyens, il était en gros filet, petits éperons, il était compétitif, facile. Non, je suis certain. C'est vrai que le sport a évolué dans le sens où maintenant, il faut vraiment un cheval compétitif. C'est difficile de gagner une épreuve, et c'est vrai que c'était un peu, Uno était un cheval régulier qui a fait beaucoup de sans faute, beaucoup de classements, mais j'ai pas gagné beaucoup d'épreuves avec lui. C'est un cheval, c'était peut-être un cheval à l'ancienne comme tu viens de le décrire, et c'est pour ça aussi que quand on parle d'un cheval comme Dallas, c'est un cheval, il faut un cheval rapide. On voit les chevaux de Ken Farrington. Il y a beaucoup de chevaux, on les voit au barrage. On va dire celui-là, pour ce cavalier-là, ça va être très difficile. On voit. Et c'est comme ça, on parlait de Gregory Watley avec James Bond. C'est pas un cheval vite naturellement, mais bon voilà, parfois on dit qu'il n'y a pas de chevaux lents, il n'y a que des cavaliers lents. Ben voilà, il arrive à le prouver de temps en temps, mais c'est vrai que tu pars avec un désavantage. Je ne sais pas si vous avez un peu regardé le barrage du premier jour que Kent a gagné. Je pense qu'il a fait plus de foulées que le deuxième, que le troisième, mais le cheval est tellement rapide au sol. Il était 2 secondes plus vite. Donc il y a des chevaux plus rapides que d'autres, c'est vrai. Et maintenant, quand on voit la vitesse à laquelle se gagnent toutes les épreuves, c'est vrai que c'est important d'avoir un cheval compétitif. Merci beaucoup. On va vous libérer. Merci d'avoir pris autant de temps pour échanger avec nous. C'était un vrai plaisir de vous avoir dans notre podcast. Merci aussi. Merci à vous.